présentation. Alors effectivement, on a fait entre guillemets une vraie conférence tout à l'heure à l'ENISE avec un format classique où je parlais, j'ai quand même essayé de vous faire intervenir. Et là, on est peu nombreux, donc je propose un format plus interactif, comme on dit, on pourra échanger. Et le titre de l'intervention, enfin de l'échange, c'est Transition énergétique, résilience et collapse washing, c'est ça, hein? C'est ce que tu as proposé. C'est ce que j'ai proposé. Alors, je propose 3 temps. On va prendre 1 heure à peu près pour discuter, et puis après on discutera de façon plus informelle. Je propose 3 temps, 3 thématiques. Alors, la transition énergétique déjà, et je vous reposerai une question que j'ai posée lors de la conférence tout à l'heure pour qu'on continue à la débattre, parce que je tiens à explorer cette question que je me pose sur la définition des sources d'énergie, voilà, qui est à mon sens cruciale pour comprendre si on peut ou si on ne peut pas faire une transition énergétique en remplaçant des infrastructures par d'autres. Je vous propose ce premier temps de réflexion. Je vous propose un deuxième temps un peu plus conceptuel, plus abstrait, pour essayer de réfléchir aux éléments sur lesquels on a de l'emprise, sur lesquels on a la main, sur lesquels on peut influer, et sur lesquels on n'a pas la main, pas l'emprise, et sur lesquels on n'a pas d'influence. Ça sera le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est ce fameux terme de collapse washing que j'ai proposé il y a à peu près une année et demie, pour définir une autre forme de mise en récit de, je vais le dire franchement, de nos dénis collectifs. Voilà, 3 temps. Est-ce que ça vous va? Et puis 3 temps où je vais vraiment avoir besoin de vous pour avancer, pour élaborer, pour comprendre les idées que je propose. J'ai une question technique. Est-ce que le son avec la porte ouverte, ça va pour toi? C'était fermé aussi. C'est toi, peut-être que ça ferme. On va fermer, ouais. Moi aussi. Alors voilà. Bon, on doit, ou on peut, ou on veut faire une transition énergétique pour 2 raisons. Parce qu'on va manquer d'hydrocarbures, on va manquer de charbon, de pétrole et de gaz, et on aimerait que, parce qu'on va en manquer, ou pour éviter d'émettre trop de CO2 dans l'atmosphère parce que ça dérègle, perturbe, rend chaotique notre climat, et bien pour ces 2 raisons, on doit, ou on veut, ou peut faire une transition énergétique. Et manifestement, ça ne marche pas très bien parce que les émissions de CO2 sont toujours au maximum de ce qu'elles peuvent être en fonction des circonstances. Alors, pendant le Covid, on a moins émis de CO2, clairement, mais ce n'est pas vraiment de notre volonté. Et par contre, quand l'économie mondiale fonctionne bien, on n'arrive pas à vraiment ralentir l'industrie des hydrocarbures. Donc on a vu cet après-midi des exemples de ce que j'appelle le renforcement synergique des énergies, le fait que les industriels de l'énergie utilisent, pour exploiter charbon, pétrole et gaz, utilisent des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, et parfois même, ou en projet en tout cas, des petites centrales nucléaires, pas encore dans le réel mais en projet. Et donc toutes ces énergies qui sont censées remplacer les hydrocarbures, parfois, sont utilisées pour exploiter plus encore les hydrocarbures. Je vous renverrai vers la conférence qu'on a faite tout à l'heure et puis qui sera mise en ligne, ou d'autres que j'ai déjà faites, ou vers mon livre L'énergie du déni, si vous voulez plus de détails sur ces points. La conférence a été enregistrée cet après-midi, donc ceux qui n'étaient pas, si vous voulez la voir, ça sera tout à fait possible. Voilà. Et donc partant de ce qui est pour moi un constat, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à substituer les énergies sales par les énergies propres, j'ai essayé de poser une hypothèse qui est non seulement on n'arriverait pas à remplacer, mais en plus on utiliserait, ce que je vais vous montrer là, cet après-midi et maintenant, on utiliserait les énergies dites de substitution pour encore plus exploiter les hydrocarbures. Donc je voudrais vous poser une question. Si c'est ce qu'on observe, que non seulement on ne substitue pas, qu'on a tendance à augmenter notre emprise sur les hydrocarbures, que ça n'aide pas pour le climat, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, alors peut-être politiques, peut-être de volonté collective, peut-être économique, peut-être de rivalité mondiale qui fait que le premier qui vraiment ferait un effort sur ses approvisionnements énergétiques se ferait doubler par un autre et du coup il est coincé, il ne le fait pas. Alors est-ce que ce sont ce type de problèmes-là, qu'on pourrait dire circonstanciels,
politiques, de l'ordre de décisions bonnes ou mauvaises de l'humanité, des choses qui sont internes à l'humanité, voilà, des paramètres sur lesquels on pourra avoir la main, l'influence, mais qui ne sont pas ajustés comme on préférerait. Est-ce que c'est dû à des causes de type mauvaise décision, ou est-ce qu'on peut pas faire une transition énergétique et que du coup on est vraiment coincé pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté? Et alors du coup je vais vous poser une question pour essayer de tirer le fil de cette possibilité ou impossibilité pour des raisons, on va dire, physiques, déterminées par des paramètres qui nous dépassent. La question c'est la suivante. Donc on doit remplacer le charbon, le pétrole et le gaz par des énergies qui exploitent, par des infrastructures, qui exploitent le vent, les atomes dans les centrales nucléaires ou les rayons du soleil avec les panneaux photovoltaïques. Alors, j'ai posé cette question tout à l'heure dans l'amphi, j'ai eu plein de super réponses et on a commencé à tirer le fil. Je vous repose la question. Est-ce que le vent, les rayons du soleil et les atomes sont, pour les sociétés thermo-industrielles, nos sociétés, des sources d'énergie? Voilà, c'est une question qui paraît un peu triviale ou évidente ou provocante. Je ne sais pas ce que vous ressentez, parce que dans le débat sur la transition énergétique, c'est évident que le vent, les atomes et les rayons du soleil, c'est des sources d'énergie, quoi. Le seul fait que tu poses la question sous-entend face à un vieux un peu plus comme moi que oui, c'est évident que c'est une source. Mais en même temps, si tu poses la question, ça sous-entend, oh là là, il a l'air de dire que c'est pas une source. Il doit y avoir un piège. Peut-être un piège. Il y a peut-être un piège. Donc, une définition de source? Alors, on peut donner une définition de source, par exemple. Ah, je ne vais pas la donner, moi. Pourquoi pas? Je te piège. Est-ce que quelqu'un a une définition de source? Qu'est-ce que c'est qu'une source? De façon générale, et puis on verra comment l'appliquer au problème. Alors, ils sont pas. Enfin, Origine. on n'est pas obligé de transformer le vent. Ouais. Une source d'énergie, souvent, on la transforme on en fait quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Avant que ça soit une énergie. Très bien. Donc effectivement, je reviendrai à votre réponse tout à l'heure, mais effectivement, dans la littérature, on dit que le vent est une source d'énergie primaire et que l'électricité est une source d'énergie secondaire puisqu'elle est issue du vent, mais elle a été transformée, l'énergie du vent a été transformée, donc le vent lui-même n'est pas exploité, c'est pas le vent qui sauf dans la marine à voile. Alors, tout à fait, mais ça n'alimente pas la société thermo-industrielle, ça pousse un bateau. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est si on peut faire fonctionner une société thermo-industrielle, donc ses voitures, son internet, son téléphone, la filtration de l'eau, l'épuration des déchets, de l'eau usée. Est-ce que tous les services rendus par la société thermo-industrielle peuvent être rendus par le vent, les atomes et les rayons du soleil? Auquel cas, le vent, comme vous le disiez, les rayons du soleil et les atomes seraient à l'origine. C'est bien ça fait partie de la définition de source, origine. Et alors c'est une vraie question, est-ce que le vent peut être à l'origine du fonctionnement d'une société thermo-industrielle? À l'origine, c'est très intéressant. Là, vous voulez dire d'une société thermo-industrielle, et aussi, voilà, est-ce que ce sera la même qu'actuellement ou différente, quoi? Toutes ces questions-là. Exactement, est-ce que le vent peut être, on va garder le vent parce que c'est la même réponse sans doute pour les trois. Est-ce que le vent peut être à l'origine du fonctionnement, d'une société thermo-industrielle, d'une société humaine tout court? Thermo-industriel, sans doute pas, parce qu'il n'est pas constant. D'accord. Il n'est pas partout. Ouais. Donc on ne peut pas produire avec lui de manière finale. C'est une bonne remarque, mais on va simplifier pour vraiment essayer de répondre à la question autour du terme source. On va dire il y a du vent constant. Il y a un vent constant sur toute la planète et on arrive à s'en servir. Il y a du vent constant, on tire de l'énergie secondaire, l'électricité. Et est-ce qu'avec ce vent constant, on peut être à l'origine du fonctionnement d'une société thermo-industrielle ou d'une quelconque autre société? D'une quelconque autre société, ça a été un peu le cas. Au Moyen-Âge,
il y en a même encore les Hollandais avec tous les moulins pour faire la farine. Ouais. C'était pas industriel, c'est sûr, mais ça permettait d'avoir du pain. J'aime beaucoup ton exemple, Joël, parce qu'on va rebondir dessus. Les sociétés qui ont utilisé des moulins pour optimiser l'absorption des calories, c'est-à-dire en moulant le grain, est-ce que pour elles, le vent était à l'origine de leur fonctionnement? Je vais apporter quelques éléments. Moi, je ne pense pas, parce qu'en fait, ces sociétés-là ont fabriqué des moulins parce qu'elles étaient alimentées dans leur fonctionnement normal, basique, basal, enfin, voilà, par d'autres sources qui, elles, sont, à mon sens, des sources véritables, c'est-à-dire à l'origine du fonctionnement, c'est-à-dire l'alimentation et la combustion du bois. Et ces deux, alors je vais apporter quelques éléments encore, des précisions. L'alimentation qui provenait de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, le mode d'alimentation, c'est juste puiser dans le milieu des ressources animales ou végétales pour s'alimenter, ce qui fait fonctionner une société. L'agriculture est venue optimiser la production de calories, mais l'humain, depuis qu'il est sur Terre, a bien puisé dans les animaux et les végétaux pour être ce qu'il est et faire fonctionner son métabolisme et ses sociétés. Il a ajouté une compétence technique supplémentaire qui est de brûler du bois avec la maîtrise du feu, ce qui lui a permis d'augmenter la complexité de ses sociétés et d'inventer une sidérurgie, par exemple. Et à partir donc de ces deux sources, les calories alimentaires et la chaleur du bois, de la biomasse, il a pu développer des techniques pour fabriquer des moulins. Ensuite seulement, il a pu exploiter l'énergie du vent. Ce qui ne rend pas, à mon sens, l'énergie du vent, ce qui ne fait pas que l'énergie du vent est une source pour ces sociétés. Donc pour ces sociétés, à mon sens, l'énergie du vent était un complément, une énergie d'appoint ou une énergie additionnelle qui apportait quelque chose que manifestement le bois ne pouvait pas apporter, la chaleur du bois ne pouvait pas apporter parce qu'on ne savait pas encore faire tourner un moteur thermique pour alimenter créer un système rotatif qui permet ensuite de moudre du grain. On ne savait pas faire ça. Donc, on n'avait pas le moteur thermique, donc on a inventé des moulins, on a fabriqué des moulins. Mais le vent n'était pas la source des sociétés d'alors. Est-ce que ça vous va comme nuance? Est-ce que ça vous... Alors c'est intéressant, mais du coup, est-ce que nos moulins d'aujourd'hui, nos éoliennes, sont devenus quelque chose de différent des moulins pour le grain? C'est-à-dire, est-ce que les éoliennes d'aujourd'hui font que le vent devient une source d'énergie pour les sociétés thermo-industrielles? Bah non, il est transformé du coup lui aussi. Alors, il est transformé, il devient de l'électricité, mais à nouveau, est-ce que c'est grâce au vent qu'on a fabriqué des éoliennes, ou est-ce que c'est parce que, comme les sociétés précédentes, on avait d'autres sources d'énergie qui nous ont permis, par exemple, alors on reprend le fil, hein. On avait d'abord la chasse et la cueillette pour les calories des chasseurs-cueilleurs. On avait ensuite l'agriculture pour les sociétés agricoles qui augmentent le nombre de calories. Ensuite, on a optimisé la combustion du bois, on a exploité les forêts, donc on avait des sociétés proto-industrielles ou industrielles grâce à la chaleur du bois. À côté, on avait des moulins, on capturait l'énergie du vent. Et ensuite, on a exploité ce qui, à mon sens, est devenu très très vite, dès le début de l'exploitation, les hydrocarbures. Alors on va discuter, est-ce que pour vous, on va y aller progressivement, est-ce que pour vous les hydrocarbures, le charbon, le pétrole et le gaz, sont ou pas pour nos sociétés des sources d'énergie? Vraiment, je suis intéressé par vos réponses. On pourra différencier avec le vent, les rayons du soleil et les atomes. À l'évidence, oui, parce que c'est la société thermo-industrielle, comme dit son nom, il y a la notion de thermique, et à la racine, il y a les hydrocarbures. Oui, naturellement, donc, charbon, gaz, pétrole, qui ont mis 300 millions d'années. On est à Saint-Étienne, quand on fait l'histoire géologique de Saint-Étienne, on commence par le Carbonifère, à l'époque on était sur l'équateur. Bref, tout ça, ça a mis du temps à se constituer, mais c'est vraiment des sources. Alors, retenons que ces sources d'énergie ont une histoire, on va y revenir après parce que c'est très important. Donc vous dites plutôt oui. Les hydrocarbures, le pétrole, charbon, gaz sont des sources.
ou pas? Je sais pas, il me semble que à elle toute seule, non, elles ne suffisent pas. Il faut qu'on y mette là aussi de la transformation, Des machines. du travail, des installations, et qu'elles ne produisent pas de l'énergie spontanément, quoi. Oui, c'est vrai. C'est très, votre nuance est très importante. Alors, elles ne produisent pas de l'énergie spontanément, il faut les allumer, en quelque sorte. Il faut lancer une combustion. En fait, le pétrole, le charbon et le gaz sont connus par l'humanité au moins depuis l'Antiquité et rendent des services divers et variés, comme le calfeutrage des barques avec du pétrole, voilà, du bitume en fait, qui suintait à la surface du sol. On brûlait assez peu de charbon, paradoxalement, on faisait du charbon de bois avant d'exploiter massivement le charbon parce que c'était terrestre et que c'était plus facile d'accès. Donc on savait que le charbon pouvait être une source de chaleur importante. Le pétrole et le gaz, on savait que ça existait, mais on ne savait pas, c'était difficile d'accès à nouveau parce que essentiellement c'est dans le sol. Et puis quand on en trouvait un peu, peut-être qu'on faisait brûler ça il y a 800 ou 1000 ans, mais qu'on n'en faisait pas une exploitation industrielle. Effectivement, à un moment donné, aux alentours du XVIIe, XVIIIe siècle, nos sociétés, qui étaient donc exclusivement jusque-là alimentées par les calories de l'agriculture et la chaleur de la biomasse, ont adopté une nouvelle configuration qui est le fruit de leur histoire, une configuration politique, économique, technique et déjà industrielle. Et puis nos sociétés auraient pu s'arrêter là et être des sociétés qu'on aurait pu appeler à la fois agricoles et sylvo-industrielles. Sylvo, c'est l'étymologie du bois, voilà, des forêts. Donc on aurait pu dire que les sociétés étaient des sociétés agriculturo-sylvo-industrielles. Et puis peut-être que ça aurait pu durer très longtemps, dans la mesure où on aurait respecté à la fois la productivité des sols, la limite de pas trop déforester. Et puis ces sociétés-là, qui avaient donc une industrie, suffisamment d'énergie pour se maintenir, ont rencontré pétrole, charbon et gaz, y ont mis le feu et se sont dit mais le charbon qu'on a dans le sol, il serait peut-être pas mal à la place du bois dans mon fourneau. Ou à la place, toujours du bois ou de la chaleur, dans les premiers moteurs thermiques qu'on était en train de façonner, de découvrir grâce à Carnot, etc. Et ils l'ont fait. Ils ont mis du charbon. Et donc, il y avait une structure politique, économique, industrielle qui préexistait à l'histoire des hydrocarbures. On a juste mis les hydrocarbures dans ces infrastructures technico-politiques, et ensuite, ces infrastructures technico-politiques sont devenues les sociétés thermo-industrielles qu'on connaît, c'est-à-dire que, à mon sens, j'avance un petit peu, pour l'humanité, c'est devenu une nouvelle source d'énergie, mais pas pour l'humanité en tant que telle, pour une nouvelle forme d'humanité, une nouvelle forme de civilisation, de société, qui s'appelle les sociétés thermo-industrielles. Donc je remonte le fil. On avait des sociétés de chasseurs-cueilleurs, qui étaient définies dans leur approvisionnement énergétique par la chasse et la cueillette. Sociétés agricoles, sociétés agriculturo-sylvo-industrielles. Sociétés ensuite, agriculturo-sylvo-industrielles, sylvo-thermo-industrielles, c'est-à-dire qu'on a ajouté les hydrocarbures. On a 3 types de sources d'énergie qui permettent à ces sociétés de fonctionner. Et il y a eu une continuité causale, je le dirais comme ça. Il n'y a pas eu de rupture, il ne s'est pas passé de profonde mutation au préalable de l'adoption, de l'absorption de ces nouvelles sources d'énergie. Elles ont juste été absorbées et intégrées aux techniques en place et elles les ont fait progresser, progressivement, avec des ruptures d'innovation bien sûr, mais il n'y a pas eu de rupture qualitative dans le fonctionnement des sociétés. Alors on en revient au vent, aux rayons du soleil et aux atomes. Est-ce que nous n'avons pas besoin de créer une rupture qualitative pour aller exploiter des choses qui entourent les sociétés thermo-industrielles, mais qui, si on les ajoute comme ça, telles quelles aux sociétés thermo-industrielles, ça ne les change pas. On ne peut pas mettre du vent dans un moteur, on ne peut pas mettre des atomes radioactifs dans un moteur, on ne peut pas mettre les rayons du soleil dans un moteur. Ce qui a été fait auparavant. Avec chaque énergie, on les a juste mises là où il y avait des moyens de transformer l'énergie. On ne peut pas faire ça. Il faut créer des infrastructures dédiées
de zéro, sans quoi on ne peut pas du tout se servir du vent, des rayons du soleil ou des atomes. Est-ce que ça vous parle, cette distinction? Tu mets du soleil dans un moteur C'est-à-dire aujourd'hui, de quelle façon? des panneaux. Les panneaux? Il y a des engins, des avions qui marchent avec. Ah, mais ils marchent. Alors, on peut alimenter des moteurs électriques avec l'énergie du soleil dans la mesure où la société thermo-industrielle a inventé et fabriqué des panneaux photovoltaïques. Donc on ne met pas du soleil dans un moteur thermique, qui lui existait déjà depuis pas mal de temps. Ou dans un moteur électrique. On met un moteur électrique en face du soleil, il ne se passe rien du tout. Il faut que la société qui préexiste invente le panneau photovoltaïque. En gros, la photosynthèse de nos sociétés. Voilà. Alors que nous, humains, quand nous étions chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, déjà biologiquement, on ne fait pas de photosynthèse, donc pour nous, le soleil, c'est pas une source d'énergie. Notre source d'énergie n'est pas le soleil. Dans les fours solaires, Oui, alors quel type de four solaire? ben moi j'ai vu celui qu'on a dans les Pyrénées, là, Oui, c'est assez extraordinaire. ah, c'est très puissant. Après, comment l'adapter, je sais que ça alimente des fours dans le désert, des choses comme ça, directement, donc pour la cuisson, pour la poterie, pour... Bon après, je ne suis pas du tout branchée là-dessus, mais c'est quand même... Et lors de construction c'est très puissant. Mais lors des essais aux amis du Troyes de convection de fours solaires individuels. Comment? Je n'ai pas compris. Aux amis du Troyes, il va y avoir prochainement des essais de Ah d'accord, fabrication de fours solaires ok. individuels. Mais vous avez raison, mais dans ce cas, le four solaire, eh bien, il faut bien une infrastructure qui n'existait pas Ah auparavant. oui, tout à fait. Et Comme le panneau photovoltaïque. on pourrait peut-être développer des choses à partir de ça. Alors on y reviendra, on pourra peut-être développer à partir de ça, mais la question qu'on garde pour l'instant en tête, c'est est-ce que c'est une source, le soleil ou le vent? Vous vouliez dire? Non, mais c'était pas revenir sur la source. C'était en gros ce que vous dites, c'est que il faut repartir, il faut reconstruire en partant de zéro une structure qui part de zéro, une technostructure ou une structure qui part de zéro pour faire fonctionner le vent, le solaire et Oui, ça. Oui, c'est ça. Alors qu'il y avait jusque-là, il y avait continuité, on changeait l'énergie, Oui. mais la technostructure existait et là, elle va par zéro. C'est bien ça que C'est ça la rupture c'est ça la rupture. qualitative qui, à mon sens, est révélatrice que nos sociétés puisent dans les ressources préexistantes qu'elles utilisent, donc les calories alimentaires, le bois et les hydrocarbures, pour essayer de capturer une énergie naturellement, à laquelle elles n'ont pas accès naturellement, en inventant quelque chose qui demande un investissement en énergie pour capturer une énergie qui ne peut pas répondre à cette demande en investissement énergétique au départ. Quand on a exploité Oui, justement, je vais expliquer. Quand on a exploité le pétrole au début et qu'on a fabriqué des moteurs plus performants et puis des puits de pétrole plus performants qu'on a commencé à creuser de plus en plus profondément, on a utilisé quelle source d'énergie pour augmenter la puissance extractive du pétrole? Du pétrole. Pour le charbon, grosso modo pareil, sauf qu'on a aussi beaucoup coupé de forêt pour exploiter le charbon. Donc on a puisé dans les sources précédentes. Pour le gaz, c'est à peu près la même chose. On a puisé dans toutes les sources précédentes et on a juste ajouté le gaz. Mais là, on est en train d'essayer de fabriquer des infrastructures, donc en puisant dans les sources précédentes, toutes celles que j'ai citées, alors que le vent ne nous aide pas du tout pour le faire. D'accord? On ne peut pas, au moment où on a du vent quelque part sur Terre, se servir du vent, le mettre dans notre technostructure, comme vous dites très bien, et faire en sorte que cette technostructure se trouve des moyens qui n'étaient pas là au préalable pour investir dans la création d'infrastructures pour exploiter le vent. Voilà, ça vous va? Ouais. Et du coup, est-ce que c'est pertinent pour vous, je vous repose la question, de dire que le vent, les rayons du soleil et les atomes, c'est pas des sources? Est-ce que c'est pertinent pour vous ou est-ce que ça vous paraît pas logique? Excuse-moi de pousser un peu. Pour les sociétés thermo-industrielles. Oui. Est-ce qu'il n'est pas imaginable qu'avec 10 éoliennes, on puisse produire
d'énergie suffisante pour fabriquer une éolienne. Alors, c'est sûr, ça a été calculé, on peut le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de problème conceptuel. Une fois qu'on a X éoliennes, on a besoin de l'énergie produite par ces éoliennes pour deux choses, alimenter les sociétés et aussi fabriquer d'autres éoliennes. Il n'y a pas de problème conceptuel là-dessus. Mais d'une part, il a fallu créer sans l'énergie du vent les premières éoliennes. D'accord ? Et d'autre part, et on va doucement glisser vers la deuxième partie du questionnement que je propose, d'autre part, et on l'a vu dans la conférence tout à l'heure, les éoliennes, c'est des machines, et donc elles sont soumises à la dégradation de leur fonctionnement. Elles n'ont pas le choix, c'est comme ça, c'est un principe d'irréversibilité. Toutes les transformations qu'elles subissent, les frottements des mécanismes, l'usure, la détérioration des pales par la cavitation du vent autour d'elles qui les fragilise, etc., elles vont s'user, elles vont se dégrader. Donc au fur et à mesure, l'énergie qu'elles produisent, la quantité d'énergie qu'elles produisent va se réduire. Dans le temps, c'est une loi physique. C'est comme ça. Même, et on le disait tout à l'heure, même si le vent est suffisamment puissant, constant, imaginons qu'il y ait du vent constant et puissant, de toute façon, cette machine qui capture l'énergie du vent, son fonctionnement va se dégrader. Donc peut-être qu'avec les premières machines installées, on va pouvoir se dire, elles alimentent à la fois nos sociétés et l'industrie pour fabriquer d'autres machines. Mais qu'est-ce qu'il se passe au fil du temps ? Au fil du temps, l'énergie diminue pour des raisons physiques. Elles ne peuvent pas s'auto-réparer, les éoliennes, donc il y a de moins en moins d'énergie pour deux choses, donc faire fonctionner nos sociétés et faire fonctionner l'industrie pour fabriquer d'autres éoliennes. Donc à nouveau, on est coincé parce qu'à flux constant, on ne sait pas fabriquer une éolienne avec l'énergie de ce flux constant. En tout cas dans le temps. Si on n'a pas une véritable source d'énergie par ailleurs. C'est ça le point. C'est-à-dire que dans le temps, pour entretenir un système d'énergie, centrale nucléaire, etc., si on se contente de l'énergie qu'elles convertissent, qu'elles capturent dans leur milieu, ça va forcément s'arrêter au bout d'un temps X. Donc, à la fois pour fabriquer des éoliennes, il faut du pétrole, des hydrocarbures, mais pour l'entretien, la maintenance et le remplacement aussi, en fait. Et plus que ça, je vous ai dit tout à l'heure que je soupçonnais la transition énergétique de se passer exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle donnait les moyens à l'industrie des hydrocarbures d'encore plus exploiter les hydrocarbures. Mais c'est peut-être un peu plus subtil que ça, dans le sens où, comme à cause de lois de la nature, les machines voient leur fonctionnement se dégrader, si elles sont censées produire de l'énergie pour nos sociétés et qu'elles ne le font pas et de moins en moins bien avec le temps, peut-être que juste parce qu'elles sont là, elles exercent une pression sur les sources d'énergie dont elles ont besoin pour rester stables et fournir un service stable. Est-ce que ce raisonnement vous parle ? Non, carrément, je comprends. Alors, on a l'exemple en ce moment en France. Les cuves, tous les systèmes de conversion de l'énergie des centrales nucléaires en France nécessitent un entretien, une maintenance très grande. On a l'exemple en France, ça vient augmenter le prix de l'énergie, nous rendre dépendants, on est obligé d'aller chercher de l'énergie ailleurs, on se pose la question de l'hiver prochain, voilà. Est-ce que les centrales nucléaires qui existent en France, si elles existaient, si elles avaient, admettons que la France ait fait sa transition énergétique et qu'elle se retrouve en 2022 juste avec ses centrales nucléaires et que depuis 10 ans elle n'a plus besoin de pétrole et de gaz, et qu'il faille entretenir, comme c'est le cas cette année, les centrales nucléaires. Comment on fait si on a déjà fait notre transition énergétique ? C'est-à-dire qu'on n'a déjà plus accès aux hydrocarbures. On a accès à autre chose ? Là, on n'a rien d'autre. On n'a pas fait de transition alors. Mais si, on est censé avoir accès aux centrales nucléaires. Ah, parce qu'on les comptait dans la transition énergétique. Alors, oui, bon, ça pourrait être des éoliennes, ça pourrait être des panneaux photovoltaïques, mais il se trouve qu'ils sont en panne. On a fait notre transition dans le sens où on est censé compter sur les centrales nucléaires, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. C'est ça, on a fait notre transition. On est censé compter là-dessus.
Sauf que c'est en panne. Et comme on a vraiment fait notre transition, on n'a plus d'hydrocarbures. On a coupé les contrats avec la Russie, l'Algérie, le Moyen-Orient. On a coupé tous nos contrats. On est censé assurer la maintenance juste avec ça. Est-ce que ça marche? Je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que si aujourd'hui EDF devait déjà financer d'une part, et juste alimenter les systèmes industriels avec l'énergie des centrales nucléaires, elle ne pourrait pas, puisqu'elles sont fermées en fait. Elles sont pour la plupart en maintenance. Donc vous voyez qu'on a, à mon sens, un énorme problème de conceptualisation de la transition énergétique, dans laquelle on voit bien que l'entropie, la dégradation des systèmes physiques, la dégradation du fonctionnement des machines, contre lesquelles on ne peut rien, vient, pour moi, beaucoup contrarier l'ambition de pérennisation du fonctionnement de nos sociétés, juste à partir de ces systèmes qui convertissent le vent, les rayons du soleil et les atomes en énergie, l'énergie des atomes en énergie. À mon sens, il y a quelque chose qui l'empêche, au-delà des décisions politiques, des problèmes économiques, etc., qui empêche une société thermo-industrielle de fonctionner sur ces énergies, parce que pour elle, je ne crois pas que ce soit des sources. Est-ce que cette conclusion... On peut pas faire le parallèle aussi avec la crise pétrolière en 73 et 79, où du coup, vu que dans les sociétés occidentales, en Europe, on importe tout notre pétrole, le fait de se retrouver sans pétrole, il a fallu faire sans. Là, est-ce que c'est pas le même parallèle finalement avec les centrales nucléaires que vous disiez, si du fait de maintenance, on doit se passer de la moitié du parc pendant X temps, est-ce que c'est pas ce qu'on a déjà vécu finalement par le passé avec le pétrole, quoi? Alors le contexte est extrêmement et très très différent. Il s'est passé au moins deux choses qualitativement qui sont différentes, plusieurs choses. Déjà, la France, elle a répondu à cette crise en mettant la pression sur la production électrique nucléaire. Elle a augmenté le nombre de ses centrales progressivement. Sur le plan, il s'est passé autre chose, c'est que les crises de 73-79 sont, en tout cas pour les spécialistes que je lis, sont dues à des passages de pics pétroliers locaux, en particulier sur le territoire américain, qui ont ensuite été compensés par des quantités d'accords nouveaux et de changements de paradigme monétaire et économique qui ont fait que l'industrie de l'énergie est devenue mondialisée et où tous les pays occidentaux se sont finalement beaucoup fournis au Moyen-Orient, au lieu d'être dépendants, en tout cas pour les Américains, dépendants de ce qui était en passe d'être moins disponible, leur premier pic physique sur leur territoire. Et tout ça, avec un autre paramètre très important, c'est que globalement à l'échelle planétaire, les hydrocarbures étaient disponibles de façon croissante. Ça change la donne complètement, parce qu'aujourd'hui c'est fini. Donc globalement, tous ces aménagements économiques, stratégiques, politiques, d'approvisionnement, d'accords commerciaux, etc., d'implémentation, de soutien à la production d'énergie comme les centrales nucléaires en France, ça a fait que dans ce contexte de croissance, ça a été un accro, et qu'ensuite on a continué à pomper les hydrocarbures au maximum, avec une rupture aussi sur le plan économique et financier en particulier, c'est qu'on a inventé des outils spéculatifs qui nous permettaient de lisser les ruptures d'approvisionnement énergétique. À chaque fois qu'on avait un risque de défaut, on inventait un système de création de richesse, un produit dérivé quelconque, ce qui permettait à la finance d'absorber un petit peu les ruptures et de créer un peu plus, à chaque année, de la richesse plus artificiellement. Mais ça, c'était dans un contexte où on pouvait se permettre de faire croire qu'on pouvait créer de la dette à l'infini, parce qu'on avait l'illusion que l'énergie était disponible à l'infini. Et c'était vrai quelque part. La croissance était vertigineuse. Il faut se rappeler aussi du côté économique. En 1973, le baril de pétrole, 160 litres de pétrole, à l'achat en Arabie Saoudite, on le paye le même prix que depuis 1932, $1 le baril. Voilà. Donc, quand ils décident du jour au lendemain de multiplier par 4, oh là là, 400%, c'est affreux, mais ils ne payent que $4. Donc, ça a été quand même trop difficile à absorber. Voilà, donc tout ce contexte était très différent. Aujourd'hui, on peut inventer n'importe quel produit dérivé, on arrive à la limite physique, où à peu près tous les pays producteurs sont soit sur leur plateau, soit en déclin de production, d'extraction d'hydrocarbures. Donc là, on peut essayer de rajouter des centrales nucléaires, des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Si ces infrastructures sont intrinsèquement dépendantes des hydrocarbures, il n'y aura plus d'artifice pour faire semblant, quoi, en gros.
Je voulais ajouter tout à l'heure, je n'ai pas oublié, hein, que tu as dit que l'infrastructure qui avait, et ça me permet de rebondir aussi sur ce que vous disiez, qui avait donné accès aux hydrocarbures pour l'humain, c'était finalement la biosphère, qui avait transformé des algues et des forêts par la géologie, les mouvements tectoniques et la chimie, qui les avait transformés en 300 millions d'années, vous avez dit, en un stock d'énergie. Voilà. Donc il y a bien eu, c'est important parce que au départ, pour l'humain, l'énergie du soleil n'est absolument pas accessible, sauf si elle est convertie, si elle est transformée, s'il y a une infrastructure de conversion. Donc c'est valable pour les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, mais c'est valable aussi pour la biosphère. Si on a accès au pétrole, c'est parce que la biosphère est l'infrastructure qui a converti l'énergie du soleil, photosynthèse, biomasse, géologie. Donc toutes ces étapes ont été nécessaires pour qu'in fine, on ait accès, mais de très très loin, hein, à la source d'énergie qui était le soleil. En fait, il y a eu beaucoup d'étapes avant qu'on ait accès aux hydrocarbures. Et oui. Et donc là, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la transition énergétique, c'est de créer nous-mêmes les infrastructures qui vont pouvoir convertir une énergie à laquelle on n'a pas du tout accès naturellement en une énergie exploitable. En gros, on essaye de faire ce que la Terre a fait en 300 millions d'années, avec d'autres technologies, et pas pour fabriquer des hydrocarbures, mais pour faire de l'électricité. Mais conceptuellement, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est un peu démiurgique. On essaye de se prendre pour ceux qui sont capables de puiser à l'infini dans des sources d'énergie qui ne sont en fait pas des sources d'énergie pour eux. D'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez l'air dubitatif. Non. Dubitative quant à la possibilité de se servir de tout ça, mais non, je suis... Quelque part, aujourd'hui, les infrastructures ENS, je dis ENS pour énergie dite de substitution, donc ça comprend nucléaire, vous avez compris, photovoltaïque et éolien. Ces infrastructures sont autant dépendantes des hydrocarbures pour fonctionner, donc, ces énergies sont autant dépendantes pour être assimilées par le métabolisme de nos sociétés, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et des centrales nucléaires, que le pétrole est dépendant historiquement de la géologie de la biosphère pour avoir été rendu disponible pour nous. Le niveau de dépendance est le même. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que notre dépendance à la biosphère pour générer des hydrocarbures est telle qu'il faudrait que nous attendions 300 millions d'années. D'accord ? Et notre niveau de dépendance aux centrales nucléaires pour avoir accès à l'énergie atomique est aussi important que l'absence de centrales nucléaires nous empêche complètement d'y avoir accès. C'est une dépendance totale. Ontologiquement, on ne peut pas faire autrement que d'être dépendant des infrastructures de conversion. Pour moi, je le redis une dernière fois, puis on passe à l'autre étape, pour moi, les atomes, le vent et les rayons du soleil ne sont pas des sources d'énergie pour l'humanité, quelle que soit la forme de société qu'elle a. Deuxième sujet, si ça vous va. On a parlé de choses sur lesquelles on avait la main, sur lesquelles on a de l'influence. Alors on peut innover, on peut inventer des machines, on peut augmenter les rendements agricoles, on peut créer des avions, voler, on peut faire plein de choses. On peut changer les paramètres économiques, on l'a vu, on peut faire des ajustements politiques, on peut faire des choix d'orientation de société, on peut faire des tas de choses. Il y a des tas de paramètres existentiels sur lesquels on a de l'influence. Est-ce que vous pourriez me lister des paramètres de l'existence sur lesquels, selon vous, on n'a pas d'influence ? Des choses qui font nos vies et sur lesquelles on n'arrive pas à agir. Ah, ça vous met en difficulté ? Le temps qui passe. Ah oui, parfait. Très bien. Exactement. On n'a pas la main sur la vitesse d'écoulement du temps, par exemple,
qui est géré par notre perception qu'on en a, mais on ne peut pas vraiment modifier ça. Et puis, de toute façon, même si on peut éventuellement modifier la perception du temps, je prends l'exemple des substances psychotropes dont on sait qu'elles peuvent perturber la perception de l'écoulement du temps, ça n'empêchera pas le temps, lui, de s'écouler indifféremment de notre perception de lui. Donc vous avez raison, on n'a pas d'influence sur l'écoulement du temps, physique en tout cas. Ça rejoint directement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'entropie, l'irréversibilité des transformations. On lit souvent en physique, on lit au sens de lier l'écoulement du temps et l'irréversibilité des phénomènes. Voilà, le temps est lié quelque part à l'entropie, qui est une loi indépassable, universelle, qui régente toutes les transformations, y compris dans notre corps en ce moment, sont subies. Il y a une irréversibilité. S'il n'y a pas de nouveau de l'énergie qui vient réparer nos cellules à chaque fois qu'elles font des transformations, elles se dégradent et on meurt. On n'a pas la possibilité d'accélérer certains processus en chimie, en physique. Bien sûr, certainement, mais ça n'a rien à voir, à mon sens, avec l'écoulement naturel physique, du temps physique en fait. Voilà. C'est une vitesse d'un phénomène au cœur de l'écoulement du temps physique. Je ne pourrais pas tellement le définir mieux. On peut courir plus ou moins vite. Ça, on peut le faire. Mais la montre, elle va calculer le temps de la même façon. Quand on court plus ou moins vite, les transformations dans notre corps se font plus ou moins vite, par exemple. La consommation des sucres, etc. Oui, mais quand on accélère, je veux dire, on passe notre temps à accélérer aujourd'hui, justement. Accélérateur de flux, accélérateur d'atomes, accélérateur de particules. Alors, je vais nuancer. On a une perception du temps qui peut être modulée pour des raisons culturelles, circonstancielles, de sensations, de vie qui s'accélèrent, mais ça ne change pas le temps physique. Et par ailleurs, on peut quand même influencer un peu le temps si on va très vite. Puisque là, c'est la relativité qui nous enseigne. Si on va très 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 vite, évidemment, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Mais c'est quand même... Voilà, c'est pas une influence tellement puissante qu'on a sur... Comment ? C'est pas notre influence, c'est la structure. Oui, voilà. En plus, on ne change pas les lois, tu as raison. On va plus vite dans quelque chose dont on ne change pas les lois, mais qui change pour les autres, pas pour nous, la vitesse d'écoulement du temps. Voilà. La relativité. Donc on a parlé du temps, de l'entropie. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on n'a pas la main dans l'existence au quotidien qui nous sont données comme ça, qui étaient là avant nous et qui se perpétuent et qui sont intangibles, on pourrait dire, d'autres éléments. Comparable au temps et à l'espace. Ouais. Pareil, on va pas convoquer la relativité où on peut influencer sur l'espace. Mais... Les forces physiques comme la gravité, le magnétisme. Ouais, exactement. On pourrait ajouter les lois de conservation dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des principes physiques aussi inviolables. Les propriétés de l'énergie, donc on a à nouveau l'irréversibilité, les lois de conservation qui concernent aussi l'énergie. Quand on dégrade de l'énergie, en fait, quand on dissipe de l'énergie, elle est toujours là en quantité, toujours la même. Elle est juste à un niveau de qualité, on va dire, de potentialité à générer des transformations plus bas, mais elle est toujours là. La quantité d'énergie a été conservée. On dit que l'exergie a décru. L'exergie, c'est en gros la mesure de la capacité d'une énergie, quantité d'énergie à exercer des transformations, à faire des transformations. Des quantités de transformations qualitatives importantes. Donc une même quantité d'énergie peut, si elle est très concentrée, générer beaucoup de transformations, mais cette même quantité, si elle est de basse exergie, ne fera aucune transformation. C'est pourtant la même quantité d'énergie. Quels autres paramètres sur lesquels on n'a pas la main ? Enfin, l'énergie, on y revient, voilà, c'est... Oui, dites-moi. Tout aussi les cycles biologiques de la Terre, quoi, tout ce qui est mouvement, quoi, l'atmosphère, le cycle de l'eau, on maîtrise rien. Alors on ne maîtrise pas, par contre on essaye. On essaye. Là, on perturbe tout, mais normalement on n'a pas la main dessus. Effectivement, on n'a pas la main de façon volontaire, mais c'est à nuancer parce que le vivant qui n'a pas la main de façon volontaire sur son milieu a considérablement transformé par exemple l'atmosphère, qui n'était pas chargée en oxygène avant que les bactéries produisent plantes photosynthétiques, etc. Mais c'est involontaire, donc effectivement on n'a pas la main. Mais quelqu'un vous dirait, oui, non mais quand même on arrive à modifier
la météo, puisque en ensemençant les nuages, on peut faire pleuvoir. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait ce que j'appelle, parce que ce que je cherche à vous faire dire, ce sont des hétéronomies, c'est-à-dire des choses qui nous dépassent strictement, sur lesquelles, même si on fait beaucoup d'efforts, on n'aura jamais la capacité de les transformer, de les changer, de les modifier. Donc, en gros, les lois de la nature, si vous voulez. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a le hasard, par exemple. Le hasard, qui se convertit en probabilité dans la physique, dans les sciences, parce que le hasard, c'est quand même ce qui sous-tend tout le réel, à l'échelle quantique, mais aussi dans certains de nos comportements qui sont soumis à des aléas sur lesquels on n'a pas la main. Et puis il y a des hasards plus macro, comme par exemple le fait d'être un être vivant dans un écosystème. Le système, lui, il a sa vie propre, qui n'est pas l'intérêt d'un être vivant en particulier, et qui fait que par hasard, cet être vivant va rencontrer un pathogène et être malade et mourir. C'est le hasard, c'est ce qu'on appelle le hasard dans la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent sur lesquelles, même si on fait beaucoup d'efforts, voilà. On peut essayer de repousser, c'est ce que fait l'humain par exemple, en repoussant l'influence du hasard sur sa vie, en faisant quoi? En consommant par exemple beaucoup d'énergie pour développer des infrastructures, des techniques, des médecines qui repoussent le hasard. Mais il n'en reste pas moins que le hasard, intrinsèquement, n'est pas modifié. Il va toujours, quelque part, reprendre la main à un moment donné, on l'a vu avec la pandémie. Donc le hasard, c'est quelque chose qui, et puis par ailleurs, on essaye de faire des ordinateurs quantiques, mais les phénomènes probabilistes qui sous-tendent le fonctionnement, qui régentent le fonctionnement des atomes à l'échelle quantique, ou des particules à l'échelle quantique, empêchent jusqu'à présent la maîtrise de l'humain sur ces ordinateurs. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dominer, à maîtriser. Le hasard est vraiment quelque chose, pour l'instant, qui reste fondamental et au-delà de nous. D'autres cultures pourraient ne plus parler de loi physique, mais parler de destin. Le destin, ou quelque chose qui est défini comme étant au-delà, à l'extérieur de nous. Des cultures qui ont certains dieux et certaines croyances estiment que le Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire que quoi que fasse l'humain, son comportement sera toujours régenté par quelque chose de plus grand, plus puissant, et qui le domine totalement. C'était les cultures anciennes, et certaines conservent encore ces croyances-là, que Dieu est tout-puissant et que l'humain ne fait qu'obéir à ses lois. Donc tout ce que je vous ai dit là, principe de la physique, tout ce qu'on a dit là, ce sont des hétéronymies, des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et que certaines cultures appellent Dieu ou l'être surnaturel qui vit dans la plante pour les cultures animistes, qui fait des choix à l'extérieur de la société, qui s'impose et voilà, qui contraignent la vie de la société. Ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que nos sociétés occidentales ont tendance à se dire que ces choses qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a vraiment pas d'influence, on pourrait, en faisant quelques efforts, finalement arriver à les dompter. Et je voulais vous soumettre l'idée que peut-être c'est une illusion qui est culturellement construite, mais vraiment une illusion qui met en danger la civilisation occidentale en particulier. Parce que peut-être que son esprit s'est doté de ces illusions, ou a adopté ces illusions parce qu'elles lui étaient profitables pendant un temps de croissance, où on a eu tellement d'énergie, circonstanciellement, que toutes ces externalités, ces hétéronomies, on s'est dit, mais c'est bon, on peut les maîtriser. On rejette les pathogènes, on domine le hasard, on arrive même à faire des petits faux êtres vivants dans des boîtes de pétri, recréer quelques brins d'ADN, recomposer, réparer la nature. On s'est construit beaucoup d'illusions qui ont été plus ou moins confirmées par nos expériences, par le développement de notre technique, mais au final, ça reste des illusions parce que les lois de l'évolution, les principes de la sélection naturelle, par exemple, qui font partie des hétéronomies qu'on n'a pas fabriquées, dont on est le produit mais sur lesquels on n'a pas d'influence, si on n'a pas d'énergie, on n'a plus d'influence. Si on n'a plus les moyens d'avoir une médecine puissante comme celle d'aujourd'hui, les pathogènes vont juste réguler notre population parce qu'on ne peut pas changer les lois de compétition entre les êtres vivants, et puis les pathogènes, ils évoluent selon, on va pas dire selon leur intérêt, mais parce qu'il se trouve que c'est dans leur fonction de contaminer des individus, de se reproduire dedans, et puis tant pis pour l'individu, pourvu que le pathogène survive. C'est un principe évolutif, c'est comme ça. Voilà.
On n'a pas la main dessus, sauf si on a de l'énergie pour développer des techniques. Mais voilà, on en est là. En fait, on n'a pas la main sur l'énergie. C'est ça que je voulais souligner. L'énergie en tant que telle, elle a des propriétés sur lesquelles on n'a pas d'influence, et elle est disponible dans des quantités limitées, en ce qui concerne l'agriculture, les forêts et les hydrocarbures, puisque si on exploite trop l'agriculture et les forêts, voilà, ça devient une quantité limitée, et c'est le cas. Et, j'ai perdu le fil, on les exploite. Et une fois qu'on a plus accès, j'ai perdu le fil de mon raisonnement, mais une fois qu'on a perdu la main sur ces sources d'énergie, eh bien on ne peut pas inventer quelque chose qui dans la nature ne fait pas partie de nos capacités propres. On ne peut pas inventer une source d'énergie, ça fait vraiment partie des contraintes ultimes, mais par contre notre esprit a l'illusion que c'est vrai, a l'illusion que c'est possible. On a vraiment, et je suis persuadé de ça, on a vraiment sincèrement cru, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que le vent, les atomes et les rayons du soleil étaient des sources d'énergie. Je pense que la plupart des promoteurs de la transition énergétique, sincèrement, en toute bonne foi, pensent que ce sont des sources d'énergie. Je ne peux pas leur en vouloir, puisque leur esprit croit, ils ont grandi dans une culture de la toute-puissance, grandi dans une culture de la réussite. Donc ils croient sincèrement que si on a une idée, il suffit de la projeter sur le monde, ça va se réaliser, et hop, on obtient un résultat positif. Cette culture de l'ingénierie qu'on connaît bien. Je suis ancien homme d'entreprise, et j'ai quand même encore, malgré mon changement, gardé pas mal de contacts, et c'est en effet très fréquemment que des chefs d'entreprise me disent ok, il y a telle et telle difficulté, mais l'être humain s'en est toujours sorti, la capacité de créativité fait qu'on trouvera des solutions. Il y a déjà des choses dans les tuyaux, la technologie et la créativité humaine vont nous sortir de là. Ça, c'est... Je suis d'accord avec vous, et ça n'est pas une constante dans l'humanité. L'humanité n'a pas toujours cru qu'il lui suffisait de penser, d'imposer sa pensée sur le monde, et que ça allait déjà transformer le monde et être positif. C'est une construction assez récente. Autrefois... C'est pas lié à la religion, c'est aussi un peu, ou que par le passé, qu'on était quand même plus cadré aussi par les autorités religieux et tout-puissants qui faisaient que on avait peut-être moins l'impression de toute-puissance de nous, en fait, justement. Alors, je vais pas être trop long, mais c'est un mouvement qui est sans doute complexe, qui a subi des variations. On peut schématiquement penser que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se soumettaient aux puissances, aux esprits éventuellement, aux puissances surnaturelles qu'ils convoquaient lors de rites chamaniques ou autres, dans leurs traditions, dans leurs chansons, dans leurs interactions avec le monde physique, éventuellement avec des substances, pour convoquer ce qui les domine en eux, qu'ils ne comprennent pas, mais auxquels ils se soumettent. Donc des manifestations intérieures, et puis c'est ça qui leur fait prendre des décisions d'organisation de la cité. Donc, mais ils prenaient en compte le monde naturel et s'inscrivaient comme causalement intérieurs au phénomène, intérieurs aux écosystèmes. Et Descola le dit très bien, par exemple, mais tant d'autres, les animaux étaient des cousins ou des frères, et on s'échangeait les peaux, et c'était des vêtements, et on avait une continuité ontologique, si vous voulez. Donc, on n'était pas dans la même relation causale de domination, d'extériorité, de naturalisme, comme le dit Descola, et avec cette toute puissance de l'esprit qui va dominer, enfin qui va asservir la nature. Donc la causalité était bien de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis les religions sont apparues, mais il y a une étape intéressante, c'est que les grandes traditions morales, universalisantes, le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme, le judaïsme, qui sont apparus à peu près en même temps, entre moins 500 et moins 300 Jésus-Christ, pour certaines études, il se trouve qu'elles sont apparues au moment où il y a eu une augmentation de la performance des techniques agricoles, et qu'à ce moment-là, les sociétés donc en Asie de l'Ouest et du Sud et en Europe ont obtenu un gain énergétique suffisamment grand pour qu'il y ait proportionnellement moins de gens au champ, plus de citadins, plus d'improductifs, entre guillemets, et plus de gens disponibles pour faire d'autres choses que l'agriculture. Ce qui fait que les villes se sont agrandies, le confort était plus grand, et puis on communiquait plus, on allait plus loin entre les cités. Et pour certaines études, il y aurait un lien, une corrélation peut-être de causalité entre le changement de forme pour des raisons énergétiques de ces sociétés
qui auraient adopté des traditions morales fondées sur une règle d'or qui s'appelle la règle d'or, et qui dit qu'il ne faut pas faire à ton prochain plus de mal que tu aimerais qu'il ne te fasse. Donc c'est une règle de réciprocité qui fait que cette fois, les humains ont commencé à négocier entre eux à grande échelle et à coopérer à grande échelle, puisqu'ils s'interdisaient, ils établissaient des lois communes à partir d'une transcendance qui leur dictait ces lois. Donc effectivement, il y avait une forme de déplacement dans l'au-delà, dans le ciel éventuellement, enfin dans les grands récits communs, et d'asservissement du collectif à ces grands récits communs. Mais là encore, on pourrait dire que la causalité était encore de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que, quelque part, métaphoriquement, les hétéronomies, les lois de la nature, provenaient encore de Dieu, comme chez les animistes, elles provenaient de la plante avec une âme, ou du totem avec son récit, etc. Ce qui a probablement changé, alors tout ça n'est pas à caricaturer, tout ça est des glissements, il y a certainement eu des nuances. Plus personne ne dit que les quatre ontologies de Descola sont rigides et n'ont pas d'entremêlement. Voilà, l'anthropologie est d'accord là-dessus maintenant. Donc tout ça est complexe, composite. Par contre, il est possible qu'il y ait eu une accélération de la distanciation avec les externalités et d'appropriation du récit de toute puissance en interne de l'humanité depuis la réussite technologique, depuis le développement de l'exploitation des hydrocarbures. Où là, de nombreuses études montrent que ces sociétés-là ont une tendance à sélectionner les fonctionnements cognitifs qui placent la causalité des événements en interne des objets, en interne des concepts, en interne tout court. Ça s'appelle une norme d'internalité. Dans nos civilisations occidentales, la psychologie sociale dit aujourd'hui que favorablement, on attribue la cause des phénomènes à des entités en tant que telles. Je vais prendre un exemple qui va vous parler tout de suite. La cause de tous nos problèmes aujourd'hui, c'est le capitalisme. D'accord ? Et le capitalisme est une production interne à l'humanité, donc on peut désigner des coupables intrinsèques. Une norme d'internalité, et ils sont responsables en tant que tels de tous les problèmes des autres. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans des hétéronomies qui nous dépassent, qui sont extérieures, auxquelles on se soumet. On est dans la désignation d'entités spécifiques, concepts ou humains, qui sont responsables de la cause de tout, et éventuellement contre lesquels on s'oppose, ou avec lesquels on négocie, mais cette fois, la cause des phénomènes vient de l'extérieur de l'humain et se projette sur l'extérieur. C'est donc à nouveau la pensée de l'ingénieur qui dit je suis moi doté d'une cognition qui fait que je pense les objets du monde comme étant suffisants à eux-mêmes, isolés, indépendants des externalités, des contraintes énergétiques, de l'irréversibilité, de l'entropie. Ils fonctionnent par eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai été formé pour apprendre les choses cloisonnées dans chaque discipline. Les expériences qu'on me fait faire en physique, c'est dans des petites boîtes, indépendantes de l'extérieur. Il n'y a pas de frottement dans les calculs qu'on me demande de faire, dans les déplacements des objets dans l'espace. On enlève tout ce qui gêne et on pense comme si on se suffisait à soi-même. C'est typiquement la pensée occidentale de la liberté, de l'affranchissement, de l'autonomie, qui est une rhétorique qui revient en permanence dans l'écologie, dans le fait que s'il y a un problème, on se met à la campagne, on s'autonomise et ça résout tout. Et c'est un vrai problème, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que le réel fonctionne. Jamais aucune communauté de chasseurs-cueilleurs ne s'est isolée du réel, isolée dans un coin, indépendamment de son écosystème. Si elle faisait ça, elle mourrait. Parce qu'en fait, ce dont dépendent toutes les communautés, c'est des relations qu'elles ont avec des choses qui les dépassent. Et une communauté d'agriculteurs indépendants, en Ukraine, il y a 8 mois, transitionneurs, révolutionnaires, qui souhaitent améliorer la condition de vie de ses proches et se défaire de la société capitalisme, consumérisme, de la société du spectacle, qui souhaitent s'isoler, elles se retrouvaient très embarrassées quand il y a eu ce conflit. Et probablement une des premières communautés à se faire balayer par l'armée russe. Parce qu'on ne vit pas indépendamment de son contexte. Et ça, on l'a complètement oublié. Nous fonctionnement, ce qui est très important à retenir, et puis peut-être qu'on passera à la dernière question, dernier sujet. C'est pour ça que je vous questionnais sur les sources, sur la conceptualisation de la transition énergétique, sur la compréhension du réel, qu'est-ce qui est la cause de quoi, est-ce qu'il y a des choses qu'on maîtrise, qu'on ne maîtrise pas. Il faut bien comprendre que notre cerveau a aussi été
quelque part façonnée par la technique, par notre rapport au monde, par les cultures qui ont été issues de la domination énergétique de l'humain sur son milieu. Et que ces cognitions-là, c'est un gros problème maintenant. Parce qu'on continue à penser que des machines ont des propriétés suffisantes pour surpasser des contraintes énergétiques sur lesquelles en fait, on n'a pas la main. Les limites planétaires ou les lois de la nature, les lois de l'énergie, les principes de la thermodynamique. On croit fermement qu'une éolienne peut se reproduire toute seule. On fabrique suffisamment d'éoliennes, elles vont faire suffisamment d'énergie et elles vont, comme les êtres vivants, quoi. Alors que ce ne sont pas des structures dissipatives, elles ne sont pas capables de se reproduire par elles-mêmes. Par définition, ce sont des machines. Mais on y croit. Et c'est pas insincère, c'est pas grave, c'est pas grave, on verra le résultat que ça donne, mais c'est compréhensible. On est persuadé que les aspects quantitatifs de nos machines résolvent les problèmes. Donc les centrales nucléaires, ça marche un temps, ça marche bien, et puis ça se corrode, ça s'use, il faut les faire de la maintenance, et après on les répare et ça va. Mais il y a quand même ces gênants, ce problème de maintenance. Donc ce problème des centrales nucléaires, il va être résolu parce qu'on va faire des centrales nucléaires plus puissantes qui s'appelleront des centrales à fusion. Et donc c'est plus, donc ça résout un problème qualitatif. Alors que non. C'est juste plus puissant, ça ne résout pas le problème de l'irréversibilité des transformations qui fait que la corrodation, si ça se dit comme ça, de la cuve, la corrosion, merci, la corrosion de la cuve est irréversible et que remplacer une cuve, c'est juste arrêter complètement la centrale et la rendre au gazon, comme on dit, et c'est tout. Il n'y a pas d'opposition possible entre des aspects quantitatifs calculés par un esprit qui pense que le calcul suffit à maîtriser le monde. Il n'y a pas d'opposition possible entre le calcul et les qualités du monde. Les qualités dans le sens loi, choses qui sont irréductibles, qui sont comme ça. Bien, je me parle trop peut-être. Mon esprit se corrode un peu. En dernier, tu nous fais une allusion au collapse washing. Exactement. Et alors le collapse washing, je le définis rapidement. Oui, mais c'est un déni collectif d'une autre nature et qui est lié à ce que je viens de vous décrire, de la cognition typiquement occidentale. Je vous renvoie vers les travaux de Jean-Léon Beauvois, psychologue social, et à ses successeurs qui ont vraiment étudié comment dans les sociétés occidentales il y avait une sélection à l'école primaire, secondaire et au lycée d'un type de pensée fonctionnant par défaut en norme d'internalité, c'est-à-dire convaincu que la cause des phénomènes vient de l'intérieur des objets, et en particulier de l'intérieur de soi. C'est la fameuse culture de la méritocratie, encore une fois de la toute-puissance, mais donc à l'école et dans l'entreprise, les sociétés occidentales favorisent les personnes qui sont capables de se dire, de fonctionner en système isolé dans leur tête et d'attribuer leur réussite à elles-mêmes, ce qui est au prix parfois d'une violence psychologique faite aux autres, qui eux ne fonctionnent pas nécessairement comme ça. Donc voilà, ça c'est sinon démontré, en tout cas bien étudié par les études auxquelles je fais référence. Vous pouvez le nom du gars, là, Jean, je sais pas quoi. Jean-Léon. Jean-Léon. Beauvois. Beauvois. B-E-A-U-V-O-I-S. Merci. Des travaux qui, je les ai découverts il y a quelques temps, qui me semblent aussi importants que peu connus, pour tout vous dire, mais c'est mon point de vue. Justement parce que le diagnostic qu'il fait sur les biais cognitifs et émotionnels du coup des sociétés occidentales me semble nécessaire aujourd'hui pour comprendre pourquoi on ne résout rien, pourquoi ça ne marche pas, quoi. Et alors le collapse washing, brièvement, c'est très lié à cette façon qu'on a de fonctionner en système isolé et de ne pas s'occuper de ce qui se passe dehors. Les hétéronomies, les externalités, on s'en fiche, de toute façon ça n'existe même pas, et si jamais ça existe, on maîtrise. Voilà. De toute façon, on maîtrise. Et on a longtemps parlé de greenwashing. Le greenwashing, c'est cette façon qu'ont eu les industriels, les politiques, les lobbies, peu importe, d'avoir une activité destructrice de l'environnement, puis en mettant une couche de verre par-dessus, en faisant une action positive de ci, de là, en sauvant 2-3 manchots, pour dire que par ailleurs, l'industrie destructrice n'était pas grave, puisqu'on sauvait des manchots. Bon, je vous apprends rien. Simplement, pendant toute cette période
où on a à la fois détruit le milieu et dit qu'on ne le détruisait pas, avec du greenwashing, nos sociétés, elles ont cru dans le verbe croissance. Mais les deux, en fait. Elles ont cru. Donc, toutes ces destructions environnementales camouflées par du greenwashing n'avaient pas beaucoup d'influence sur les humains en tant que tels, ou en tout cas pas sur tous les humains du tout, et pas sur suffisamment d'humains pour qu'on s'inquiète des effets de ces destructions sur eux. Et globalement, l'humanité, depuis 2 ou 3 siècles, a vu sa population multipliée par 10 ou 12, je crois que c'est 12 depuis 1750. Donc c'est considérable, Tout ça grâce aux hydrocarbures dont on a parlé tout à l'heure, cette fameuse source d'énergie. Donc, bien sûr qu'on a détruit la nature, mais l'humanité, dans son ensemble, avec toutes les inégalités qu'on sait, dans son ensemble, elle en a largement profité. On ne devrait pas dire aujourd'hui, on ne pourrait pas dire, au titre de la protection de la nature, tous ces humains qui existent maintenant, ils n'auraient pas dû vivre, ou maintenant ils doivent mourir parce qu'il faut protéger la nature. Éthiquement, moralement, c'est quand même très discutable. Et pourtant, il y a un lien entre la quantité d'humains, leur niveau de vie, bien sûr, pas la quantité d'humains en tant que tel, mais leur niveau de vie, et les inégalités, il y a des liens entre tout ça, et le niveau de destruction de l'environnement. Sauf qu'aujourd'hui, on a moins d'hydrocarbures, et peut-être de moins en moins chaque jour qui passe, et puis on n'arrive pas à faire cette fameuse transition. La question que je pose avec le collapse washing, c'est est-ce qu'on ne va pas risquer de ne plus pouvoir rendre autant de services à autant d'humains, et aussi bien qu'avant, pendant cette période de croissance? Cette semaine, il a été publié que l'indice de développement humain, pour la première fois, chutait, décroissait. Voilà. En particulier sur le paramètre de l'espérance de vie. Pardon, l'indice de développement humain. Le développement humain. IDH. Il y a des aspects circonstanciels, Covid, crise, énergie, tout ça, mais est-ce que ça ne va pas être une tendance pour les décennies qui viennent que cet indice décroisse et que des humains souffrent à la fois du manque d'énergie et puis de la détérioration du milieu naturel, parce que ça a aussi des impacts sanitaires, alimentaires sur les humains. La question que je pose, c'est est-ce qu'on ne va pas convertir l'ancien greenwashing en ce que j'appelle le collapse washing, c'est-à-dire énoncer des récits sur les risques écologiques, voire sur les risques d'effondrement, qu'ils soient écologiques ou sociétaux, ou climatiques, voilà, qui ne viendraient pas prendre le relais du greenwashing en disant « mais regardez, on fait quelque chose de bien ici pour lutter contre l'effondrement écologique, sociétal, donc vu que c'est bien là, il n'y a pas de problème ailleurs. » On n'a qu'à l'appliquer. On n'a qu'à l'appliquer partout, il n'y aura plus de problème. Cette maîtrise des externalités, des choses qui sont à l'extérieur. C'est ce que je crains. Et à mon sens, ce collapse washing, on le voit, il est déjà omniprésent dans nos récits. Il est déjà omniprésent implicitement et surtout, à mon sens, par des non-dits. Par exemple, je suis moi quelqu'un qui est favorable je suis imprégné de l'esprit, des perspectives politiques, philosophiques, de la décroissance. C'est quelque chose qui ne me déplaît pas, je suis même plutôt factuellement dans une perspective décroissante à titre personnel, et moralement, je trouve que c'est une bonne trajectoire politique, de justice sociale, etc. En revanche, à mon sens, les récits de décroissance, tels qu'ils s'affichent, tels qu'ils se montrent, tels qu'ils sont prescrits, ne disent pas tout de ce qui se passerait s'ils étaient appliqués tels qu'ils s'écrivent dans la littérature de la décroissance. Par exemple, à mon sens, il est sûr que dans une trajectoire de décroissance réalisée, on ne se soigne pas aussi bien qu'avant. Même si par ailleurs on peut développer de la prévention, ce qui fait partie des modèles de la décroissance. Mais même avec une très 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 bonne prévention, il est sûr qu'on n'aura pas accès à la même technologie de santé qu'aujourd'hui. Et que cette compensation par la prévention ou des techniques de santé alternatives, des médecines alternatives, à mon sens, soit ne se fera pas, soit en tout cas n'est pas du tout garantie. N'est pas garantie. Peut-être que ça se fera, mais déjà, pas sûr que ça se fasse pour tout le monde. Et c'est pas garanti, de toute façon. Il n'y a pas de certitude sur le fait que si on met en place une décroissance, on se soignera aussi bien les cancers et les dents demain. Il n'y a pas de certitude. Donc, à mon sens,
quand un récit de prescription de décroissance s'énonce en disant il n'y a pas de problème de santé demain, c'est une forme de collapse washing. C'est-à-dire qu'on glisse sous le tapis quelque chose qui pourrait empêcher l'auditoire d'adhérer à une perspective de décroissance parce que ça lui ferait peur. Donc on le dissimule, on le glisse sous le tapis, mais du coup le récit devient dysfonctionnel. Donc on peut peut-être, en dissimulant ce qui ne va pas, gagner quelques points aux élections, mais on ne pourra pas en obtenir une force politique. Parce que les gens, même s'ils ne conceptualisent pas tout, s'ils ne perçoivent pas tout, s'ils ne comprennent pas tout, ont des instincts ou des intuitions qui comprennent bien que dans un monde décroissant, on ne va pas aussi bien se soigner. Certainement pas. Et donc, énoncer des récits, c'est ça pour moi le collapse washing, c'est énoncer des récits positifs sur un avenir en contexte de déclin ou d'effondrement, en dissimulant toutes les souffrances éventuelles qui pourraient advenir avec ce récit-là, au titre de ce récit. Et c'est dangereux pour moi, parce que si on ne dit pas tout politiquement, on sait très bien, et c'est malheureusement ce qu'on observe, qui récupère les non-dits, qui récupère les souffrances concrètes des gens qui sont marginalisés, qui sont à la frange de la société, qui se plaignent à juste titre, et qui demandent justice, et qui en finissent par attaquer le système ou les étrangers. D'accord ? Je suis convaincu que ces récits, que je peux défendre par ailleurs, s'ils sont mal énoncés, dissimulent des implicites qui sont des causes de fracturation de la société, à mon sens. J'ai parlé de décroissance, mais c'est aussi valable pour d'autres récits écologiques ou d'autres récits économiques. Il y a des récits positivistes en économie, il y a des récits positivistes en technologie. Le transhumanisme est un collapse washing pur et dur. On va appliquer des technologies merveilleuses à l'humain, on va le téléporter dans un ordinateur, on va lui ajouter des bras, on va lui remplacer tous ses organes par des machines, et tout ira bien. Mais à quel prix ? Mais sauf que le prix, on s'en fiche, il n'est pas énoncé. Donc c'est du collapse washing. Et souvent, le transhumanisme est énoncé au titre des risques écologiques. Ou certaines formes de transhumanisme, pas tous, parce qu'il y a des déclinaisons, etc. Il me semble que les récits transhumanistes tirent volontiers un trait sur la moitié de l'humanité au moins, non ? Alors, il y en a qui assument. Eh ben, je vais vous dire, je vais être tout à fait honnête. Pour qu'une société puisse faire des choix conscients, je préfère que les récits s'énoncent tous avec le prix à payer. Pour qu'on sache pourquoi on les choisit éventuellement pas. D'accord ? Ça ne fait pas très envie quand même. Et non. Même si tout le monde pouvait en bénéficier, bien sûr. Pas un récit qui fait très envie, non ? Moi non, c'est sûr. Moi, ce qui m'a fait approcher un peu cette idée-là, c'est que pour être décroissant, il faut essayer de tendre vers l'autonomie. Et j'ai vu un documentaire sur Arte qui s'appelle « Mon cerveau fait l'autruche », qui montre qu'on a de meilleures réactions quand on collabore, quand on est solidaire. Et du coup, l'autonomie, ça va pas nous sauver. Non. Ah, mais quelques mots sur l'autonomie. C'est un peu ce que tu as dit. Oui. Mais c'est vraiment une aberration conceptuelle parce que vraiment, factuellement, l'humanité n'a jamais fonctionné comme ça. Et ce qui nous fait humains est typiquement pas l'autonomie. C'est-à-dire que nous sommes devenus ce que nous sommes par coopération. Les grands récits, les grandes traditions morales qui se sont développées en même temps que la démographie a cru très rapidement sont des outils de coopération. Et il y a même des études qui explorent l'éventualité d'une cognition partagée, c'est-à-dire, alors elles ne sont pas des démonstrations, ce sont des études, des recherches, qui disent que l'humanité aurait subi 2 périodes de réduction de la dimension de son cerveau, une assez ancienne, peut-être 40 ou 80 000 ans, qui aurait réduit les zones qui sont liées à une forme d'individuation, c'est-à-dire l'agressivité et quelque part toute l'impulsivité et l'agressivité. Donc, pour commencer à bien coopérer quand on était chasseur-cueilleur, on a sélectionné, pas volontairement, parce que ce n'est pas nous qui maîtrisons la sélection naturelle, encore une fois, ont été sélectionnés les individus qui n'étaient pas trop agressifs et pas trop impulsifs. Parce que c'était bien mieux pour avoir des stratégies de chasse. D'accord ? Je schématise, mais c'est ça en gros. Et du coup, le cerveau aurait réduit. Ça, c'est assez solide.
sur le plan anthropologique. Il y a une dimension de la taille du cerveau pour cette raison-là. D'autres études un peu moins solides disent qu'il y a récemment, à 3000 ans, alors, pas très loin de cette période axiale, donc à nouveau c'est intéressant, on pourrait les articuler avec d'autres recherches, eh bien il y aurait une nouvelle réduction de la taille du cerveau parce que les grands récits organisateurs qui donnent des lois de l'extérieur, ou qui sont des lois communes édictées et écrites, eh bien, nous dispensent de réfléchir tout notre quotidien et toute notre organisation par nous-mêmes, ou chaque individu en tout cas. Il y a quelque chose qui est géré collectivement et qui n'a plus besoin d'être fait par chaque cerveau. Et ça devient une cognition partagée. Donc, à nouveau, c'est à explorer plus avant, mais cette dernière diminution de la taille du cerveau serait liée au fait que nous sommes à ce point interdépendants que nous déléguons au collectif des choses qu'on n'a plus besoin de traiter nous-mêmes. Donc oui, je vous rejoins, l'autonomie est une fable, non seulement inapplicable, mais elle aussi extrêmement dangereuse, parce que les premiers, encore une fois, à récupérer ces fables-là sont les nationalistes, sont les indépendantistes, sont tous les xénophobes qu'on peut imaginer, qui ont vraiment la caricature de cet esprit autocentré. Ce sont, à mon sens, la version extrême de la production des sociétés qui se croient les plus libres et affranchies. Excusez-moi, c'est peut-être pas tout. Je ne suis pas sûre que ça rentre dans notre propos, mais je croyais que le modèle de société de chasseurs-collecteurs, puis agriculteurs, puis etc., était remis en cause, que toutes les sociétés n'avaient pas forcément été de chasseurs-collecteurs. Alors, évidemment, tout ce que je vous ai dit là est un trait extrêmement grossier sur l'histoire. D'accord ? Les chasseurs-cueilleurs n'étaient pas tous nomades, ils étaient souvent ou parfois sédentaires, parfois de façon saisonnière sédentaire. Ils exploitaient les céréales depuis bien plus longtemps que l'agriculture n'est apparue. On trouve des meules qui sont, c'est-à-dire des cailloux frottés pour moudre du grain, qui sont très antérieurs à l'agriculture. Tout ça, comme je le disais pour les catégories de Philippe Descola, tout ça est plastique, tout ça est mouvant. D'accord ? Ce que je pointe, c'est des extrêmes ou des caricatures de fonctionnement. Aujourd'hui, nous sommes des individus qui ont des croyances animistes, conscientes ou pas. Mais moi, il m'arrive de parler à ma voiture. D'accord ? Et vous n'en êtes pas dupe. Ça dépend. Non mais vraiment, ça dépend. Si je suis agacé par un truc, quelqu'un a rayé ma bagnole, je vais parler à ma voiture comme si c'était quelqu'un qui était abîmé. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai été aussi construit par ça, parce que ça traverse nos sociétés, ça traverse nos cultures, et c'est parfait. On est ça, on est composite et on est le fruit d'une histoire qui est extrêmement complexe et riche. Donc tous les gros traits que j'ai tirés, c'était pour essayer de catégoriser 2-3 éléments de compréhension, mais bien sûr que tout ça est mouvant. En fait, c'est même d'autant plus intéressant de retrouver là où ça achoppe, là où il y a des ruptures qualitatives, etc., que justement, rien n'est figé dans les cultures, par exemple. Et que pareil, il n'est pas dit que nous n'abandonnerons pas cette fascination pour l'autonomie au profit d'une nouvelle culture de la coopération en temps de déclin. En fait, on n'a pas le choix, on va être obligé de la réadopter. Donc le diagnostic que je fais, c'est pour qu'on puisse y arriver quelque part. Qu'on puisse aller relire d'autres cultures, revoir d'autres cultures, comment elles fonctionnent, pour voir si oui ou non, j'en sais rien, il y a des choses qu'on peut récupérer, ou alors inventer quelque chose de totalement nouveau, pour nous adapter à un temps totalement nouveau, totalement inédit. Qu'est-ce que vous appelez l'autonomie pour le coup ? Parce qu'il y a des circonstances où ça peut être très profitable d'être autonome, et puis d'autres ou pas. Ah oui, et voilà, tout est variable. Oui. Ce que je veux dire, quand je parle d'autonomie comme très discutable, c'est son étymologie, c'est s'écrire ses lois soi-même. D'accord, voilà. ok. Ça n'existe pas. Ça, d'accord. Voilà. Et en fait, on utilise ce mot de façon souvent ambiguë et en confondant autarcie et autonomie, par exemple. Mais oui, l'autonomie peut être une stratégie intéressante à certains moments pour s'éviter des problèmes. Mais c'est bien sûr, c'est l'autonomie comme absolue et comme projet final séparatiste. On pourrait dire l'indépendance. Oui, voilà, en quelque sorte. Plus que l'autonomie. Oui, ou compter sur soi-même, sur ses propres forces. Tout ça, je ne crois pas que d'autres cultures que la civilisation occidentale aient été capables de le mettre en avant comme valeur cardinale. Parce que ça, compter sur soi-même, c'est une sémantique qui est vraiment très... Et qui n'exclut pas la coopération.
On Alors, est obligé de comptez sur- rajouter. Ouais. Pardon? Mais on est obligé de rajouter, tu es obligé de rajouter. Ça dépend. Pas forcément. Parce que c'est pas spontané. Globalement, dans la culture occidentale, par opposition. Peut-être, oui, aux avec la Orientaux. culture du héros, etc., Exactement. de Superman et compagnie. Oui, Oui, dernière phrase, là, je termine, et puis la phrase qu'on entend souvent, le connais-toi toi-même de Socrate, qui n'est pas de lui, mais bref, qui est mal compris par les Occidentaux, le connais-toi toi-même qui est converti dans le développement personnel en la solution est en toi. Voilà, les forces sont en toi, il suffit de regarder en toi, et les problèmes se résoudront. C'est-à-dire vraiment la cognition occidentale auto-centrée avec une causalité qui va de soi vers l'individu, qui est parfaitement toxique pour ceux qui sont fans, adeptes de développement personnel et qui entretiennent des souffrances sur des années. Je passe. Je ne sais plus, j'ai encore perdu le fil. c'était une fausse interprétation. Oui, bon voilà, je pense que... C'est-à-dire la solution est en toi. Oui, la solution, j'ai insisté sur le connais-toi toi-même. Donc Socrate, lui, le connais-toi toi-même ne veut pas dire que soi suffit, c'est situe-toi dans le topos universel. Donc c'est quelque chose qui justement, c'est une sentence qui réinscrit l'individu au cœur des externalités, au cœur des hétéronomies, au cœur du monde. Donc c'est pas du tout l'interprétation qu'on en a. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais continuer de toute façon le fond.